Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. C'est iWeek, c'est jeudi soir. Alors on enregistre cette émission, on est le 1er mai, donc nous en voudrez pas, j'espère. Jeudi soir, 22h, 23h, toute l'actu en live, c'est sur Watch TV. Comme d'habitude, je suis avec 4 de nos amis. Et alors je vous les présente ou représente tout de suite, mais vous les connaissez évidemment. Je vais commencer par celui qui est en haut à gauche de cette image. C'est Gilles Dounès, le rédacteur en chef de MacPlus.net. Salut Gilles. Salut Benjamin. Bon. J'ai failli pas ouvrir le micro. T'as failli pas ouvrir le micro. Bon, tu sais, sur une heure, ça te laisse quand même une certaine latitude pour le faire. Bon, on t'en aurait pas voulu. 1er mai, merci beaucoup d'être avec nous. Bah, ça vaut pour tous les 4, hein, parce que vous aviez peut-être autre chose à faire. En tout cas, c'est sûr, vous avez autre chose à faire. Oui, c'est pour ça qu'on va pas vous prendre plus d'une heure. De toute façon, on est là pour ça. Et c'est notre rendez-vous habituel. Je suis très heureux aussi de retrouver Guillaume Jette. Salut Guillaume. Hello. Comment ça va Guillaume ? Eh ben écoute, pas mal. Je me suis levé tard aujourd'hui. Tu vois, j'ai même pas le temps de me raser. Je suis pas très beau, mais c'est le 1er mai, donc. Ouais, c'est ta coupe. Voilà. C'est ta coupe week-end. Là, je trouve c'est bien. Absolument. Hein ? Absolument. Voilà, c'est bien. Au naturel. Voilà, au naturel, exactement, pour passer cette heure avec nous. Une heure de détente. Hein. Alors, vous êtes évidemment les bienvenus pour vous joindre à cette grande discussion sur l'actu Apple. Je vous rappelle donc le hashtag que vous voyez en bas de l'écran, iWeekTV. Vous pouvez tweeter, vous pouvez aussi, et c'est une première aujourd'hui, regarder cet enregistrement en direct sur YouTube. Et sur YouTube, il y a aussi une colonne de commentaires dans laquelle vous pouvez aussi vous exprimer. Mais je vous conseille quand même Twitter, ce sera plus simple parce qu'on est tous branchés sur le hashtag, donc ce sera plus simple. On continue la tournée des copains avec Frédéric Blaison. Salut Fred. Salut Benjamin, ça va ? Ouais, comment ça va et toi ? Moi ça va très très bien, la grande forme. Alors tu fais pas le pont, mais t'es quand même avec nous, c'est sympa. Bah ouais, je fais pas le pont, je suis avec vous et j'attends désespérément le soleil, comme j'expliquais tout à l'heure dans les coulisses. Ouais, là bon, on en parlait avant de démarrer l'émission, hein, et vous êtes plusieurs à l'avoir remarqué. Bon. Il paraît il pleut pas à Nantes, mais c'est faux, il pleut à Nantes aussi, j'imagine, n'est-ce pas Grégoire ? Non, il ne pleut pas et en plus il y a du soleil. Alors on a dit qu'on faisait pas les essais audio avec des mensonges. C'est pas bien ça. Je suis désolé de vous dire ça, mais ici il fait beau. Bon, écoute, tes coups de soleil ne nous éblouissent pas en tout cas. On te retrouve sur l'actu techno et t'es un participant régulier de iWeek, donc merci beaucoup à toi d'être avec nous, merci à tous les 4. On va marquer une toute petite pause et puis on se retrouve dans un instant pour entrer dans le vif du sujet de cette actu Apple. À tout de suite. Alors l'actu Apple, j'ai comme ça de manière totalement unilatérale décidé qu'on démarrait par l'actu matos, l'actu matos marquée cette semaine par une mise à jour qu'on attendait, celle du MacBook Air. Révolutionnaire. Hein, n'est-ce pas ? Je savais, Guillaume, que tu prendrais la main directe sur ce sujet très fort d'un point de vue purement news, comme on dit. Hein. Ah, ça, c'est vrai que le gars qui a dû faire le communiqué de presse chez Apple, il a vraiment dû se fatiguer pour réussir à le broder. Hein, parce que là, waouh. Mise à jour des MacBook Air, tu en parles ou je l'en parle ? Allez, qui veut prendre le MacBook Air ? Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Allez, d'abord les faits. Les faits, c'est qu'il y a un saut de puce sur le rafraîchissement, en bon français, intermédiaire de la puce Haswell, et ils en ont profité pour baisser les prix d'une centaine d'euros sur un modèle qui... il y a 4 modèles qui sont autour de 2000 euros, ça fait à peu près 10% de baisse, ce qui est plutôt pas mal pour une marque qui a la réputation d'être plutôt chère, quoi. J'oublie un truc, c'est que le modèle 11 pouces gagne 1 heure
enfin sur le papier, et puis en lecture de vidéo. En autonomie, tu veux dire, hein? En autonomie, oui. Et en vidéo, en lecture de vidéo, ils gagnent une ou 2 heures chacun, ce qui replace également Apple dans une perspective plus consommation, alors que a priori les Mac et les iPads sont plutôt sur de la production également, quoi. Ouais. Bah, au moins comme ça, ils n'auront pas de problème de stock, quoi. Une petite mise à jour minimum, et les délais de livraison seront peut-être un petit peu garantis. Ouais. Tu as un MacBook Air, Fred? Oui, tout à fait. Ouais. Bon, donc en résumé, 100 € moins cher, légèrement plus rapide. Voilà, ça reste une super bécane dans le MacBook Air. Ouais, c'est une très très bonne bécane. Moi, comme je le disais l'autre fois, je pense que si on n'a pas besoin vraiment de puissance à tout prix, si on cherche vraiment une machine que l'on peut transporter vraiment partout, qui est à la fois modulable, qui permet de faire des choses intéressantes, c'est vraiment la bécane du moment pour moi chez Apple. Qu'est-ce qu'on peut pas faire avec un MacBook Air? C'est au niveau, pour moi, c'est au niveau de la vidéo que je trouve que cette bécane est un petit peu limitée quand même. Montage vidéo. Ouais, je suis d'accord avec vous. En même temps, on peut tout à fait faire tourner un Final Cut dessus, hein. Ouais, tout à fait. Moi, j'en fais pas mal de Final Cut dessus, donc ça marche très bien. Faut pas être trop exigeant. Faut pas monter à Avatar. Si tu attends des rendus en live dessus, non, c'est un petit peu. Faut mieux un MacBook Pro Retina pour le coup. Bon, je voudrais saluer quand même la performance de Guillaume, qui arrive un peu à la Nikos Aliagas à tweeter pendant l'émission. Alors sur d'autres sujets, je sais pas comment tu fais. T'es sur des sites là, Guillaume, raconte. Non, je sais plus quand je suis tombé sur l'actu par hasard, effectivement, parce qu'il y a OneNote de Microsoft, donc il vient d'être mis à jour, et je suis tombé sur l'actu, je sais pas comment. C'est un petit côté Nikos quand même, hein. Hein? Même avec ta petite barbe de 2 jours, t'as un petit côté Nikos, je trouve. Ah bon, je prends mes compliments alors. Nikos est très fort pour tweeter pendant les émissions en direct. Bon, il est sur TF1, il a légèrement plus d'audience que nous, mais voilà, on y arrive, on y vient. Bon, on passe au premier vrai sujet du jour. Allons-y. Et encore, je sens que Guillaume va pas être d'accord avec moi. Ah, vas-y. Si, bon, allez. C'est toi le chef, hein. Moi je fais. Non, moi je suis chef. Alors, je suis le chef de la bande, c'est tout, parce qu'on est quand même tous ensemble autour de notre passion, qui est cet écosystème, cet univers Apple. L'iPhone 6. Ça tombe, ça dégringole tous les jours. Alors, on va peut-être décerner la palme du meilleur rendu photoréaliste et peut-être même du meilleur iPhone 6 imprimé en 3D, parce que visiblement, c'est ce qu'on a vu apparaître en vidéo là ces dernières heures sur le web. Hein. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces images, les amis? J'allais faire un sujet pour la week de cette semaine. Sur quoi, Gilles? Je pensais que ça allait pouvoir alimenter le Live Week de cette semaine, parce que apparemment tu es accro aux rumeurs de l'iPhone 6 et c'est quelque chose de récurrent. Alors je suis pas. C'est pas totalement ça. C'est pas que je suis accro aux rumeurs de l'iPhone 6. C'est plus que quand il y a des images de la vidéo autour de ce qui pourrait être un iPhone 6, ouais, c'est intéressant parce qu'on fait de la télé. Maintenant, voilà. On a dit qu'on te chambrait aujourd'hui. Ouais, allez-y. Vous avez encore 40 minutes. Hein, c'est même un peu plus. 45 minutes. J'ai donné mon opinion là-dessus. Ces images, elles sont ce qu'elles sont, mais aujourd'hui, bon, le design d'appareils photo, de téléphone, pardon, la plupart se ressemblent aujourd'hui, donc c'est pas ça qui va me faire triper. Et ça a tendance un peu à faire oublier que la force d'Apple est dans l'intégration du logiciel et du matériel. Si tu prends un iPhone et que tu montes une image, tu dis ouais, regardez, c'est un nouvel iPhone, super, t'as une brique, grosso modo, noire comme la précédente, elle est juste un peu plus fine, un peu plus agrandie peut-être, donc ça va dans l'idée de ce qu'on a aujourd'hui. Mais tant que cet écran n'est pas allumé, qu'on voit pas des choses un petit peu différentes dedans, je ne trouve pas ça particulièrement excitant. Voilà. Parce que voilà, la force d'Apple, c'est ça, c'est de faire de l'intégration logicielle et matérielle. Et voilà, aujourd'hui, effectivement, tu montes une jolie coque de quelque chose qui pourrait être un iPhone. Pour moi, tu vas voir comme ça pourrait presque être un iPhone 5C avec une coque blanche. Je vois presque pratiquement pas la différence, quoi. Et je comprends l'intérêt de faire de l'image, etc. Mais pour moi, ça n'a.
Je ne trouve pas que ce soit particulièrement intéressant. Mais c'est moins. Après, si on veut broder là-dessus, pourquoi pas. Mais là, ce qu'on voit, c'est un téléphone où il y a un connecteur, ce qui pourrait être un connecteur Lightning, des boutons sur le côté comme l'iPhone actuel. Bon, voilà. Tu sais quoi, moi, enfin, voilà. Bon, avec toutes les pincettes, tout le conditionnel qu'il faut utiliser, si ça ressemble à l'iPhone 6, je trouve que ça ressemble beaucoup à un Lumia, en fait. Oui, Nokia. En plus. Hein, Grégoire, ce côté, les bords arrondis comme ça. Côté... Les bords arrondis, il manque plus que la couleur, et effectivement, on aura un bon Lumia signé Nokia, enfin Microsoft maintenant. Oui, non, c'est assez étonnant pour Apple en général. C'est plutôt les autres constructeurs qui s'inspirent de son design, et là, on reviendrait au contraire. À voir. Les bords arrondis. Donc à voir. Le côté rectangle arrondi, il est là depuis le premier iPhone. Je comprends pas trop. Peut-être plus incurvé dessous, quoi. Ah bah depuis le 4, enfin non, oui, tu as raison Gilles, mais le 4 était, on va dire que la tranche était à angle droit. Tiens, regarde, le rectangle arrondi. T'as vu? Merci. Ça aussi, c'est un rectangle arrondi. Voilà, j'ai le nouvel iPhone 6 dans les mains. En fait, non, mais ce qui est peut-être plus intéressant, parce que finalement, on n'est pas très loin sur ce mock-up, hein, ce qui pourrait être assez proche de l'iPhone 6, mais sous forme de résine ou d'impression 3D, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont prêts à tout pour faire des vues sur Internet. Ah oui, c'est ça. Tout ça, c'est pour faire le buzz. Mais tu vois, par exemple, comme je te dis... Non, mais il a été fabriqué comment, ce faux téléphone, à votre avis? Parce que c'est intéressant, il est pas mal fait. Hein. Ouais, c'est pas mal fait. On parle d'impression 3D, c'est... Tout à fait possible. Maintenant, tu peux imprimer des maisons en 3D, donc pourquoi pas un iPhone? Oui, c'est ça. Je sais pas si tu as vu les maisons, mais bon, je suis pas acheteur. Hein. Ouais, mais après, alors, si on parle des maisons 3D, petit aparté, moi je trouve que dans les pays en voie de développement et autres, ça peut être quelque chose qui peut être super intéressant, d'avoir des maisons très peu coûteuses à produire. Après, on verra la qualité sur le long terme, ça c'est autre chose. Mais pour en revenir à notre histoire d'iPhone, tu vois, là où je te dis, la force d'Apple ces dernières années, elle n'est pas dans la forme de l'appareil, c'est dans le silicone. C'est là où ils ont fait le plus d'investissement. Et c'est sur ces processeurs, on a vu ces dernières années qu'ils ont mis énormément d'argent là-dedans. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'excite pas parce qu'on ne voit pas, effectivement, à l'image, c'est quelque chose qui ne transparaît pas. Et je trouve que le côté de dire, oh, regardez la nouvelle coque d'iPhone 6, oui, forcément, on sait qu'il y aura sûrement un écran plus grand, une version plus grande, on ne sait pas. Mais moi, c'est vrai que je l'ai déjà dit, je le répète, ça ne m'excite pas particulièrement, même s'il sera ultra slim. Est-ce que la question aussi que je me pose, c'est est-ce que faire un appareil toujours plus fin, est-ce que c'est vraiment pertinent? Non. Voilà, pour moi, au bout d'un moment, est-ce qu'il ne ferait pas mieux de se dire, peut-être que l'iPhone il est bien à la taille actuelle, il faut peut-être même faire en sorte qu'il ait plus d'autonomie en mettant une batterie un peu plus grande ou autre chose, plutôt que de dire, je vais vouloir faire des trucs toujours plus fins. Ouais. C'est un problème. La finesse chez Apple, c'est un problème récurrent depuis des années. Ils veulent toujours des produits plus fins, plus légers, plus machin. Plus léger, très bien, aucun souci là-dessus. Plus fin, par moment, je me dis que très fin, parfois c'est trop fin. Voilà. Ça tient pas bien dans la main, effectivement, quand c'est trop fin. Ouais, ça risque de plus de glisser. Il y a un moment où il va falloir garder une épaisseur minimum, ne serait-ce que pour si on veut continuer à brancher des connecteurs dessus, quoi. Ouais. Apparemment, ça pose aussi des problèmes à Apple au niveau de la batterie, hein, parce que ils ont... c'est déjà pas ça sur les iPhones, la batterie. Alors si en plus je pense que c'est pas simple chez tous les constructeurs, hein, de toute façon, là-dessus. Le problème est toujours le même. Là, les composants physiques sont les mêmes. C'est pour ça que quand je te dis le silicone est encore plus important, c'est parce que le processeur, c'est là où il va y avoir de la consommation d'énergie. L'écran, mais sur la fabrication de l'écran, c'est là où il y aura peut-être plus de choses intéressantes, de voir s'ils ont des procédés plus révolutionnaires, plus intéressants pour avoir des écrans avec une meilleure autonomie, qui consomment moins d'énergie. Là, il y aura peut-être des choses intéressantes. Mais la forme de l'appareil, finalement, moi je trouve qu'elle importe peu. L'usage qu'on en fait est plus important. Ouais, la forme de l'appareil aujourd'hui, elle a été définie en 2007 par l'iPhone. Ils sont obligés de s'adapter à tout l'écosystème qui les entoure, Apple. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, leurs concurrents font justement dans la forme et dans les briques, comme tu as dit tout à l'heure, Guillaume, plutôt que dans l'intégration logicielle et matérielle. Donc, on est dans un monde où on est obligé de faire du bruit, du buzz, donc Apple est obligé de s'adapter à ses concurrents, je pense. Absolument. Je ne suis pas d'accord. Apple, ils ont dit, Tim Cook dit, Martel, que Apple trace son sillon de son côté et qu'il ne s'occupe pas de ce que font les autres. Alors,
c'est vrai, ils peuvent corriger à la marge, mais la force d'Apple, justement, c'est de faire la tendance, c'est de faire que les autres essaient de s'adapter. Sachant que Guillaume a raison, toujours ils se sont différenciés par le composant. Et c'était la force également de Samsung, qui était son allié là-dedans. L'iPod, c'était le petit disque dur. L'iPhone, ça a été son écran. L'iPad également, l'écran capacitif. Sur le fait que Apple trace son propre sillon, on en revient un peu à la discussion la semaine dernière ou il y a 15 jours, avec toi Guillaume notamment, sur le fait que Apple ne cherche pas du tout à être le premier. Ils suivent leur propre route. En revanche, ce qui est assez frappant là en ce moment, c'est que quel qu'il soit, l'iPhone 6 va arriver un peu en dernier dans la chronologie si on prend tous les fabricants. HTC a déjà sorti son M8 son vaisseau, quoi. Hein, HTC a sorti son M8. LG devrait pas tarder à sortir un successeur au G2. Le 27 mai. On a eu le résultat d'Apple entre-temps. Il y a une conférence, c'est vrai qu'il y a un événement LG le 27 mai, Grégoire. Bon, officiellement, on ne sait pas encore ce que ça va être, mais probablement... Ça devrait être le G2. Probablement, le G3. Ça devrait être le G3. Samsung a évidemment déjà sorti son nouveau Galaxy. Mais voilà. Je ne comprends pas le raisonnement. C'est juste qu'Apple a un cycle décalé, mais ça on le sait depuis longtemps. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de surprise. Non, mais il n'y a pas de surprise là-dessus. Oui, sauf que quand les consommateurs renouvellent leur téléphone, aujourd'hui ils arrivent en magasin, ils ont le choix avec. On leur montre, regardez, ça vient de sortir, ça vient de sortir, ça vient de sortir. Et l'iPhone n'en fait pas partie. Oui, mais il n'y a pas. Aujourd'hui, en là-dedans. France, tu n'as pas 60 millions de consommateurs qui vont d'un seul coup dans un magasin pour changer d'appareil. Tu as toujours, effectivement. Non, mais ce qu'on veut dire, Guillaume, c'est que du coup, en septembre, il faut qu'Apple arrive avec quelque chose qui va vraiment relancer, on va dire, l'intérêt pour l'iPhone. Parce que s'ils arrivent en dernier avec un téléphone qui n'est pas meilleur que les autres. Mais bien sûr, oui, mais c'est pas nouveau. L'avantage d'Apple va progressivement Apple n'a jamais réduire. vécu par rapport au rythme de la concurrence. C'est pour ça que je comprends même pas le débat. On le sait très bien depuis longtemps. D'ailleurs, Apple a arrêté à un moment de dire, par exemple, on fait des lancements de produits lors des Macworld, lors des salons, puisque de toute façon, ça nous contraint à avoir un rythme qui n'est pas le bon pour nous, que ça nous arrange pas. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont leur liberté. Et c'est pas parce que d'un seul coup, il y a 10 constructeurs qui disent tiens, on va lancer nos appareils en début d'année qu'Apple doit se dire on va chambouler tous nos programmes pour faire un lancement de produit. Bien sûr, du coup, la contrainte, c'est qu'ils fassent un appareil qui soit meilleur que les autres. Oui. Mais c'est ce qu'Apple a toujours dit. Oui, mais Apple a toujours dit ce qu'il préférait faire, c'est faire des produits qui sont meilleurs que les autres. Ouais, mais justement, après, c'est un jugement. Non, mais après, sur le meilleur, il y a quelque chose de très objectif. Il y a quelque chose de très subjectif, évidemment. Donc, le fait que ce soit le meilleur, ça va être lié à plein de choses. Il y a plein de personnes qui penseront qu'un appareil, un Galaxy S5 par exemple, est meilleur parce qu'il y a un plus grand écran ou je ne sais plus quelle caractéristique. Mais des fois, le but d'Apple, c'est de faire de l'itératif. Ils améliorent ce qui existe. Parfois, ils essaient de faire quelque chose de révolutionnaire quand ils ont quelque chose qu'ils pensent vraiment être révolutionnaire. Mais parfois, être révolutionnaire, ça prend juste un peu de temps. Et parfois, il faut peut-être mieux se dire, on décale un peu le lancement de ce qu'on doit sortir pour que ce soit vraiment parfait au lancement, plutôt de lancer quelque chose qui n'est pas fini et qu'après, on doit gérer des patchs ou des programmes de rappel et autres. Ouais. Et je pense qu'Apple, avec l'argent qu'ils ont sur aujourd'hui, le matelas qu'ils ont sur leurs fesses, ils peuvent se permettre largement de se dire on va peut-être perdre un peu d'argent sur un trimestre ou perdre quelques ventes sur un trimestre, et par contre essayer de cartonner avec un produit qui fait vraiment mieux que les autres à la fin de l'année. Non, mais ce que je voulais dire, c'était que, puisque tu disais que l'iPhone 6, en tout cas, s'il est tel qu'on l'a vu, le fait qu'il soit fin, ça t'excite pas plus que ça, justement, non seulement il va arriver après les autres, mais s'il t'excite pas visuellement, il faut vraiment qu'il ait quelque chose de particulier à l'intérieur, c'est ça que je veux dire. Mais bien sûr. Mais pour l'instant, voilà. Regarde, tu prends l'iPhone 4 par exemple. C'est pas dit. L'iPhone 4 était excitant. Bon, après, il avait un design un peu plus sympa. C'est clair que le 3GS à l'époque, enfin, le 3G ou le 3GS. Mais l'iPhone 4, surtout, il a implémenté plein de nouveautés qui étaient matérielles et qui étaient vraiment révolutionnaires, que tu pouvais pas voir, même avec l'appareil qui avait fuité dans la nature. Ouais. Le côté écran Retina, le côté le gyroscope intégré, enfin, il y avait plein de technologies dedans qui étaient totalement nouvelles. Ouais, alors, il y a un tweet que je vous montre, les amis de Frédéric Tesson, qui, voilà, pour lui, il n'y a pas de hasard si les feats sur l'iPhone arrive toujours pendant la sortie du Galaxy de Samsung. Ouais, c'est pour contrer les ventes. Mais c'est aussi parce qu'on s'approche. C'est pour que les gens attendent
Et Oui, ils démarquent un petit peu leurs achats. Franchement, il faut quand même avoir conscience d'une chose, c'est que Samsung fait de plus en plus de ventes sur le cœur de cible des smartphones, qui est quand même la jeunesse. Et j'ai expliqué ça, je crois, il y a 2 ou 3 semaines. Quand tu vas dans le métro, tu as de plus en plus entre guillemets, de jeunes qui ont plutôt des Samsung dans la main plutôt que des iPhones d'Apple. Et ça, je pense que c'est quand même un phénomène qu'il faut prendre en compte et à ne pas négliger et à pas sous-estimer. Parce que nous, on a une vue, je dirais, plus de personnes qui sont averties, on sait quelle est la philosophie d'Apple, mais on n'est plus tout à fait jeune non plus, c'est ça que tu veux dire. Dans les magasins, c'est pas le cas. Non, mais le truc, c'est qu'on est sur un décalage. On a, comment dire, il y a ce qui se passe aux États-Unis, qu'on va retrouver quelques mois après au Royaume-Uni, et qu'on retrouve encore quelques mois après en France et en Allemagne, un petit peu plus tard. On a cette rythmicité-là depuis une dizaine d'années environ, et ça marche également pour l'iPhone. Et ce qu'on voit avec l'iPhone aux États-Unis, c'est que depuis environ deux semestres de rang, la part des adolescents qui ont un iPhone est en augmentation. Elle est même de l'ordre de 60% pour l'enquête qui vient de sortir. Et donc, on va revenir sur un trend avec l'iPhone qui va être... parce que ce qui était de la génération d'avant est brûlé par celle d'après. Et puis en plus, même les jeunes ne sont pas idiots. Et quand on est déçu par un produit, on passe à autre chose. Les adolescents sont pas différents des autres, quoi. Ouais, je sais pas s'ils sont déçus. Non, mais ce que je voulais dire, Guillaume, parce que je crois que tu m'as pas compris, c'est que et on est tous en train de dire la même chose, c'est que Apple ne pourra pas éternellement se reposer sur ses lauriers. Et que mais je pense pas que ce soit ce qu'elle fait. Non, je pense pas qu'elle se repose sur ses lauriers. Simplement, après, pour tout ce qu'elle fait, elle fait des choix qui sont parfois qui demandent du temps, simplement. Et après, parfois, c'est des choix qui ont une importance redoutable pour la suite. Je vais donner un exemple. Par exemple, quand Apple a décidé de lancer le SDK de l'iPhone à l'époque, j'en ai discuté avec le SDK, c'est le kit de développement. Kit de développement, voilà, merci. Le kit de développement, si on le lance, il faut s'investir dessus. C'est quelque chose qu'on lance pour les 10 années à venir. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça à la légère. Si demain Apple décide d'implémenter une nouvelle fonction sur un iPhone, il faut dire qu'elle le supporte après pour les 10 années à venir. 5 années, peut-être moins, peut-être plus, enfin, on va voir. Mais le fait est qu'Apple fait des choix. C'est pas son genre de dire, bah tiens, on va mettre plein de fonctions dans l'appareil et puis après on va faire du gimmick. C'est pas son but. C'est une société qui fait un appareil, qui après essaie de le raffiner, qui fait des choix technologiques qui peuvent plaire ou qui peuvent déplaire d'ailleurs. Mais c'est toujours ce qu'elle a fait. Elle a toujours fait des choix qui étaient parfois segmentants, qui étaient qui fait parfois une question. Si on s'en tient au courrier de Tim Cook en interne, où il parle de grands projets, si les grands projets, c'est un écran plus grand pour l'iPhone 6 et que basta pour cette année, tu es quand même d'accord qu'en termes de développement d'entreprise, c'est quand même assez léger. Et après, on peut parler de tout ce qu'il y a derrière. Mais parce que maintenant, tu es d'accord que pour le grand public, c'est un peu léger. Mais bien sûr. Les grands projets sont sur des nouveaux produits. On en vient exactement à ce que je dis. Si la seule nouveauté de l'iPhone, c'est un écran plus grand, c'est la coque qu'on vient de voir, ça n'a aucun intérêt. C'est exactement le... Oui, mais... Ah bon, on est tous d'accord. Très bien. Quand l'année prochaine, ça va être cette année maintenant, quand Apple va mettre à jour l'iPad Air et va lui rajouter comme par magie Touch ID qui n'est pas arrivé l'année dernière, parce que vous comprenez, il va falloir faire un iPad Air S, il s'appellera pas comme ça, mais voilà, et ce sera la grosse nouveauté de l'iPad Air. Apple se moque du monde. Mais pourquoi être aussi méprisant, du coup, Grégoire ? Pourquoi penser qu'Apple a fait exprès de faire un iPad Air avec le... Alors, on sait très bien que l'iPhone 4S, le 5S, il est sorti. Il y a eu des retards monstrueux à son lancement. Il y avait eu beaucoup de problèmes de disponibilité, qui, à mon avis, étaient fortement liés justement à l'absence du capteur. Donc, si en plus ils disaient on va lancer l'iPad Air en même temps, et alors là par contre déjà que les gens râlaient qu'il n'y avait pas d'iPhone 5S en quantité suffisante, si en plus l'iPad mini il n'y avait pas d'iPad mini parce qu'en plus il n'y avait pas le composant nécessaire,
ça aurait été une catastrophe. Donc au contraire, à un moment il faut se dire et il faut faire les choses de façon graduelle. À chaque fois, oui, mais non, mais Grégoire, après il y a quelque chose qui est aussi de la segmentation marketing et c'est un peu normal qu'on la fasse. Si tu mets sur ton appareil d'entrée de gamme les mêmes technologies que sur un appareil qui est haut de gamme, t'as un souci quelque part dans ta segmentation. Ouais, mais Guillaume, moi ça me rappelle un truc. Souviens-toi du premier iPad et de l'absence de webcam. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait l'emplacement et on va dire Apple très volontairement ne l'avait pas mise pour la mettre dans l'iPad 2 et pour vendre de l'iPad 2. Non, là, parce que je suis pas d'accord. Mais là-dessus, c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi un problème logique. Il peut y avoir plein de raisons qui ont fait qu'ils n'ont pas mis une caméra. Moi, j'y crois pas. Je pense que l'iPad était tellement nouveau en lui-même. À mon avis, la logique interne, ça a été de se dire, voilà, avec l'iPad, on leur donne déjà suffisamment de nouveautés comme ça. C'est pas la peine, en plus, de mettre la webcam dès la première version. On va vendre des iPad 1 et on mettra la webcam dans l'iPad 2. Je suis pas d'accord sur et tu peux pas tout sortir dès le départ. Et si tu veux garantir ton business, effectivement, tu es obligé d'en mettre un petit peu au fur et à mesure des différentes itérations. Bon, Gilles, et puis après on passe à la suite de l'actu. Ouais, parce que je pense que c'était pas prêt et pour la bonne raison que la vidéo était de l'iPad 2 était très en deçà de l'appareil photo et il a fallu attendre l'iPad 3 pour que le problème soit réglé. Donc il y avait vraisemblablement un problème de ce côté-là. Ouais. Et pour répondre à Grégoire, il y a une différenciation. Je crois que j'en parlais la semaine dernière, une différenciation par le composant. Toujours ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure sur les modèles. La différenciation de l'iPhone 5S, c'était ce lecteur d'empreintes qui a posé des problèmes et il n'y en avait pas en assez grande quantité. Et si on avait dû le généraliser sur l'ensemble de la gamme, comme disait Guillaume, il n'y en aurait pas eu, il y aurait eu des pénuries terribles. En plus, il faut pouvoir le mettre au point. Donc on teste, on regarde ce que ça donne sur un modèle, on regarde le retour des utilisateurs et du service après-vente et après on généralise. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Moi j'aime bien quand ça chauffe un peu comme ça, moi j'aime bien. Bon, voilà. vous êtes bons tous les quatre quand vous n'êtes pas d'accord. Donc mais heureusement qu'on n'est pas d'accord, mais c'est le principe d'Apple de faire des produits qui divisent un peu. Je ne connais pas mais c'est un peu normal d'ailleurs, je ne connais pas de société qui sorte un produit sur lequel tout le monde dit à 100% c'est génial. Ça arrive quasiment jamais, il y a tout le temps quelqu'un qui va critiquer. Et Apple, ça fait 30 et quelques années maintenant, bientôt 40, qui font ça, qui font des produits qui ont une stratégie qui peut ne plaire ou ne pas plaire d'ailleurs. Mais n'empêche que depuis 40 ans, ils sont là. Et entre-temps, ils en ont vu crever des sociétés entre-temps. Donc du coup, on peut dire ça plaît ou ça ne plaît pas, oui, certes, et je suis parfaitement conscient que Apple ne fait pas des produits qui vont plaire à tout le monde. Peut-être que à Grégoire, ça ne plaît pas que l'iPhone 5S soit comme il est, ou je ne sais pas quel appareil Apple fait, ça peut ne pas lui plaire, parce que peut-être que lui, il a peut-être des attentes plus technologiques sur certains points. Mais attends, je vais finir. Mais Apple fait des produits pour le grand public et pour tout le monde, d'accord ? Après, les geeks, c'est pas un marché qui les intéresse. Soyons clairs. On est bien d'accord. Et de toute façon, c'est pas une société qui sortira des produits pour les geeks, elle en vendra pas tant que ça. Mais non, ce qui me gêne, c'est plus l'aspect marketing en disant il y a des choses, effectivement, comme disait Benjamin, la caméra qui passe de l'iPad 1 à l'iPad 2, plein de choses comme ça qui, même si au final elles ont peut-être une autre justification, donnent l'impression qu'Apple fait ça pour se laisser une marge de manœuvre pour les itérations suivantes. Alors, c'est parce que c'est une marque sur laquelle on projette énormément. Absolument. Parce qu'il y a un côté anthropomorphique qui a été... ils en parlent dans le film de France 5. Sur le portrait croisé Bill Gates, Steve Jobs. Oui, c'est ça. Il disait Jobs est tellement mégalo que il fait dire au Mac que c'est son fils. Mais il y a vraiment un truc de la projection de l'homme dans la machine et qui était théorisé comme ça. Le Mac avait été censé avoir appris l'homme à l'ordinateur et pas le faire apprendre à l'ordinateur par les hommes. Ouais. Gilles, c'est quoi ? On va pas entrer dans un débat trop philosophique parce que quand je vois qu'on est à mi-émission et quand je vois ce qu'il nous reste à aborder,
C'est extrêmement important dans la perception ça va être frustrant. Mais tu penses que Bourdin, il aurait pensé quoi de tout ça? Non, je déconne. Bourdieu, pas Bourdin. Merci. Bourdieu, on invitera Finkielkraut dans la prochaine, si jamais il veut. Tu sais quoi, ce serait pas idiot en plus, tiens, je vais le noter. Hein. Pas Finkielkraut, prends un autre, pas lui. Non, bon alors d'accord, tu me donneras la liste de tes favoris, de tes chouchous, et puis voilà. Avec Gilles, on fera un mix. Si tu pouvais avoir Michel Serres, ça serait très intéressant. Tu sais quoi, ce serait formidable, je pense qu'on serait tous fous de joie, voilà. Et on n'en parle à personne et je vais travailler sur l'idée. On passe au reste de l'actu, les amis, avec... Alors avec la mise à jour, la première mise à jour d'Office pour iPad, c'est toi Grégoire qui a voulu qu'on en parle. Raconte-nous ce qui change, ce qui évolue. C'est pas une mise à jour majeure, clairement. Non. Déjà tu vends bien le truc, hein. Non mais il faut être honnête. Il faut être honnête. C'est pas une mise à jour majeure, mais ça apporte quand même des fonctions intéressantes. Déjà, on récupère une fonction qui aurait dû être là dès la première version, c'est l'impression via AirPrint, qui n'était pas là, donc qui arrive enfin. Et autre chose, alors là c'est sur PowerPoint, on retrouve un système qui me fait penser à celui de Keynote, qui permet d'ajuster ces images et ces blocs de texte ensemble. Et puis sur Excel, c'est un système qui permet d'ajuster la taille la largeur et la hauteur des colonnes. Voilà. Voilà. Bon. Qui parmi vous utilise désormais Office sur iPad? Pas moi. Bah non. J'ai même pas essayé, pour être honnête. Moi non plus. Mais le truc, c'est que... J'ai installé, j'ai testé. Gilles? Il n'y a pas besoin, à moins d'être accro à Office, on a gratuitement maintenant sur toutes les... C'est tout le coup qu'a fait Tim Cook et son équipe la dernière fois en distribuant gratuitement iWork sur tous les nouveaux appareils. Il n'y a plus besoin d'Office. On coupe définitivement le cordon qui reliait Microsoft et Apple. Non, là je suis pas d'accord non plus. Encore une fois, il y a des gens qui utilisent pour leur travail. Pour des choses Office. très spécifiques et pour les fonctions, pour les de scripting parce qu'attends, quand tu bosses sur un PC et que tu te sers d'Office toute la journée et que tu as un iPad, t'as pas envie d'avoir besoin à chaque fois que tu veux transférer un fichier de passer par l'exportation en format Word pour que ça soit lisible sur l'ordi. Là, tu as l'intégration avec OneDrive. Le truc, tu l'enregistres sur ton PC en partant du bureau, tu le retrouves sur ta tablette en arrivant chez toi. Donc non, je suis pas d'accord, ça peut servir à des gens. Pour des gens qui travaillent en collaboratif. Je pense que pour le grand public, c'est moins significatif que cela a été. Puisqu'en fait, depuis des années, les gens sont habitués à utiliser d'autres suites bureautiques. Il y a beaucoup de gens maintenant qui utilisent de l'OpenOffice, qui effectivement utilisent iWork ou autre. Je pense qu'OpenOffice était peut-être plus marquant à ce niveau-là d'ailleurs. Mais, et puis les outils en ligne aussi, donc Google Docs, Co, marchent plutôt bien aujourd'hui. Donc je pense que pour le grand public, ça n'a pas d'impact. C'est intéressant pour l'entreprise surtout, qui effectivement peut avoir besoin d'utiliser ces logiciels et qu'en plus, dans leur abonnement, ont la possibilité de télécharger finalement gratuitement, parce qu'ils ont déjà payé la licence Office, de télécharger la version Office pour iPad. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose que la suite soit dispo. Et ce qui est intéressant surtout, c'est le rythme de mise à jour. On voit que la première critique qui était, c'était il n'y a pas d'impression. Un mois plus tard, ça y est, l'impression est là. Donc, et ça montre surtout que ce qui est intéressant, c'est de voir que le système d'abonnement est critiquable, toujours. Enfin, l'abonnement au logiciel, c'est quelque chose qu'on peut critiquer. Mais ce qui est plutôt bien, c'est que Microsoft montre là que clairement, je parlais de la mise à jour aussi de OneNote en début d'émission. Mise à jour de OneNote, le premier truc que moi j'ai critiqué sur le logiciel quand il est sorti, c'est qu'il n'y a pas de gestion du glisser-déposer. Je trouve ça insupportable pour un logiciel de prise de notes. En 2014, de ne pas pouvoir gérer le glisser-déposer, qui est une technologie native du Mac, et que le Mac gère tellement bien que ça m'a fait presque chialer quand il est sorti. Non, c'est ça, mais bon. Mais je trouvais ça juste aberrant, réellement.
Et là, Microsoft sort des mises à jour très régulières et très rapides de ses logiciels, et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Là, je suis assez impressionné par leur rapidité, leur écoute, je pense, et peut-être leur analyse aussi, puisque je pense que l'impression savait très bien que c'était une première chose demandée et qu'il fallait que ça sorte rapidement. Et leur capacité à le faire justement rapidement. Ça, c'est assez impressionnant. Il y a un petit bruit de fond chez l'un de vous, je sais pas. Chez moi, j'ai coupé 2 secondes, j'ai de l'eau qui passe. D'accord. Bon, c'est vrai que tu es en plein travaux. On a vu les images exclusives avant le début de l'émission. Je vais en profiter pour dire que les abonnements logiciels se généralisent comme ça. Il y en a de plus en plus. Il y a Adobe, entre autres, avec sa suite CC. Et je pense que c'est une chose qui va être de plus en plus fréquente. Mais c'était déjà là avec la vente de licences tous les ans de la part de Microsoft, mais ça, je peux refaire de la philo, mais c'était théorisé dès 1995 dans l'âge de l'accès, c'est-à-dire on vend plus des biens, mais on vend de l'abonnement. C'est consubstantiel au net. Bon, on y reviendra avec nos philosophes j'espère dans quelques semaines, c'est promis, ça nous fera une émission assez étonnante, j'en suis sûr. On va avancer dans le reste de l'actu, les amis. Alors pourquoi j'ai un écran noir derrière moi, je ne sais pas, voilà, des choses qui arrivent. On va parler maintenant du deuxième procès entre Apple et Samsung qui est en train de se terminer. Bon, c'est pas forcément évident à suivre depuis la France, ce procès. On est quasiment dans les dernières heures avec des montants réclamés par les deux boîtes qui sont assez énormes. 2 milliards de dollars, un peu plus même du côté d'Apple, et plus de 6 milliards du côté de Samsung, avec Google qui a pris fait et cause. Google qui a pris fait et cause pour Samsung. Alors c'est intéressant parce que stratégiquement, il y a une sorte de front commun contre Apple. Mais oui. Ce qui se passe. Qui est-ce que ça peut étonner? Oui, mais ce qui est intéressant pour moi plutôt c'est un article américain. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui intéresse le jury aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'a dit Steve Jobs quand il allait lancer les poursuites contre Samsung, et de savoir s'il a parlé de Google ou s'il voulait juste attaquer Samsung. Et c'est la question que se pose aujourd'hui le jury, et qui pourrait être un des éléments décisifs dans le montant et la condamnation. Parce qu'ils sont en train de commencer à trouver, et à juste titre, que Samsung est en train de prendre pour tout le monde et à la place de Google. Oui, mais alors il y a deux choses. C'est la copie conforme de l'allure des deux premiers Galaxy. Mais ça, je dis pas que Samsung n'a pas copié, hein. Ça, non, il y a deux choses. Non, laisse-moi finir. Donc ça, au niveau physique, au niveau comment dire, des brevets qui sont marqués D, c'est-à-dire au niveau du dessin, et certaines icônes, et puis la grosse colère qu'a piqué Steve, apparemment selon la légende, quand il a appris que Google, avec Android, rentrait sur le terrain du téléphone mobile. Je crois que colère, on est loin du compte, hein. Ouais. Apparemment, ça a été monstrueux. Hein. Les bureaux ont volé. Ouais, ils ont mis des triples fenêtres depuis sur les fenêtres. Et donc, il y a deux choses à ce niveau-là. Comment dire, Google à tel Gilles, point que... c'est bien le moment où Google a promis une guerre thermonucléaire à Google, on est d'accord, hein? Non, Apple. C'est Apple. Pardon, c'est Steve qui a promis une guerre thermonucléaire à Google, et ils leur ont dit qu'est-ce qu'ils viennent faire sur le marché de la téléphonie. Ouais. On ne va pas sur le marché de la recherche en ligne. Et à tel point qu'il y a une rumeur là qui est en train de se faire jour, comme quoi sur son lit de mort, avant de partir, Steve aurait mis sur les rails un projet de moteur de recherche chez Apple, en faisant promettre sur son lit de mort à Tim Cook
de ne pas le laisser tomber, de le mener à bien. Bon, ça, c'est une parenthèse. C'est peut-être un peu la bataille perdue de Steve Jobs, Google. Il a gagné beaucoup de batailles dans sa vie, et c'est peut-être la bataille qu'il aurait aimé gagner avant de partir. Quelle bataille? Je ne comprends pas. De téléphone ou de quoi? Non, je parle de la bataille de Steve Jobs contre Google en règle générale, parce que ah oui, d'accord. Oui. J'ai un très bon ami à moi qui me dit souvent Apple a enfoncé Microsoft, et aujourd'hui c'est Google qui est en train d'enfoncer Apple. Après, bon, oui, on est d'accord ou pas avec ça, mais mais... faut pas exagérer non plus, enfoncer tout l'inventaire. Non, mais ce qui est sûr, c'est que Jobs a vécu comme une trahison le fait que Google lance Android, alors qu'Eric Schmidt était au conseil d'administration d'Apple, était au courant de tous les projets, et donc on a évidemment profité. Et qu'Apple, quand même qu'Apple avait bien mis en avant les services de Google sur l'iPhone depuis le lancement, et que voilà, que c'était. En plus, il y avait l'impression d'avoir un petit peu une ligue à ce moment-là, Google, Apple contre Microsoft, qui commençait à se fonder. Et là, d'un seul coup, en fait, effectivement, ça a volé en éclats, et les copains d'hier deviennent les ennemis du lendemain, et c'est un peu l'histoire d'Apple qui se répète, effectivement. Mais la rumeur du moteur de recherche est intéressante. Enfin, ah ouais. Ouais. Tu la tiens d'où, Gilles, celle-là? De ma génération, qui a récupéré un article de Robert Kingerly, qui lui-même avait récupéré un article, une bonne feuille, si tu veux, d'un bouquin qui ne va pas tarder à sortir, d'après ce que j'ai compris. Je crois que le truc même au niveau de Samsung, Intel, j'insiste, c'était le premier fournisseur d'Apple, et Apple était le premier client au niveau des composants de Samsung. C'est sur Samsung que Apple avait bâti la domination définitive de l'iPod avec la mémoire flash, et puis au niveau des écrans pour l'iPhone, des écrans très très particuliers qui ont fait le succès de l'iPhone. Donc il y a eu ce double coup de poignard. Bon, bah, on va suivre. Évidemment, le process termine dans quelques heures. Hein. Ça va être intéressant de voir aussi quels vont être les montants ou pas accordés aux uns et aux autres. Il y a quelques milliards en jeu, sachant que le premier procès avait donné lieu à $1 milliard hein, de dommages et intérêts au profit d'Apple, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Voilà, le deuxième procès pourrait soit enfoncer le clou, soit inverser la tendance. On disait tout à l'heure que l'iPhone ne faisait pas forcément rêver Guillaume en l'état, si cet état se confirme. Il y a un projet qui est assez sympa autour des Mac et des portables. C'est un projet dont on a entendu parler depuis longtemps avec un constructeur russe, si je me souviens bien. C'était les claviers Optimus ou Maximus. Ah ouais, ça fait rêver ça. Hein, tu te souviens, Guillaume, de ces claviers? Ah, les claviers qui avaient des touches en OLED en fait, donc ils pouvaient changer de caractère en fonction de ce qu'on voulait en fait. Et je trouvais l'idée géniale, c'est dommage que personne n'ait pu l'implémenter aujourd'hui parce que le clavier était annoncé à des tarifs juste monstrueux à l'époque. Et c'est étonnant d'ailleurs depuis que ça a été annoncé qu'il n'y ait pas eu quelque chose de plus grand public qui soit sorti. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez génial. Enfin, l'Optimus m'avait fait pas mal rêver à l'époque. Ouais. Voilà, il y a eu l'Optimus, il y a le Popularis maintenant. Mm-hmm. Tu le vois à l'image. Il est toujours proposé par le même constructeur. Hein. C'est un studio qui s'appelle Art Lebedev. Le prix est à droite, hein, un peu plus de 1 000 euros. Un peu plus de 1 000 euros pour ce clavier. Alors, ce que je disais, c'était grand public, le point important. Voilà, c'est ça. Bon, c'est pas donné, mais en même temps, on a l'impression un petit peu de retrouver l'idée de l'iPhone original, c'est-à-dire un clavier qui va s'adapter en fait à ce qu'on veut faire, à ce qu'on fait à un instant T, en fait, c'est ça. Hein. C'est vrai qu'il y a un mot de ça, et l'idée me semble moi très bonne. Mais c'est un point sur lequel Apple pourrait peut-être jouer pour les prochaines années, effectivement. Un clavier avec les touches qui changent en fonction des besoins, etc. J'aimerais bien qu'ils fassent ça. Ouais, et ben justement, tu vois, c'est le sujet de ce papier sur Apple Insider. Écoute. Puisqu'il y a une rumeur de clavier avec des écrans intégrés dans les touches sur. Celle-là, j'aimerais bien y croire, tu vois. Ah, ça te tente bien ça. Hein. Il est évident que si c'est l'ordinateur qui commande le changement d'aspect des touches, c'est vraiment la solution idéale. Oui, il y a de quoi rêver. Ouais.
Et là, l'intégration OS et matériel d'Apple peut faire un changement intéressant. Peut jouer, il y a quelque chose d'autre à faire. Mais là encore, est-ce que ça peut être accessible à un tarif parce qu'à $1000, bon, le clavier, c'est juste impossible. Impossible. Si aussi ça fait quelque chose d'intéressant dans les mêmes ordres d'idées, peut-être avec une technologie beaucoup moins coûteuse, là, je dis oui. Voilà. Bon, bah, ça pourrait peut-être ressembler à ce clavier Popularis qui est la version d'aujourd'hui. Hein. Après le Maximus qui n'est plus commercialisé, voilà, c'est une idée intéressante, en même temps qui n'appartient pas, a priori pas à Apple, puisque c'est un vieux concept. Hein. Ça fait au moins 10 ans qu'on en parle. Non, mais les brevets, ça s'achète, n'est-ce pas? Hein? Ça s'achète les concepts, c'est ça? Non, les brevets, les brevets, bien sûr. Les licences sur les brevets s'achètent, évidemment. Donc, bon, c'est toujours embêtant, les amis, quand on a un produit qui connaît un petit problème technique et qu'il faut organiser un rappel relativement massif, non? Oui. Surtout quand c'est un iPhone. Hein? Surtout quand c'est un iPhone. Est-ce que vous êtes concerné par ce rappel de certains iPhones pour un problème de bouton? Non, pas touché. Non? Fred? Non, non. Non? Bon. Alors, Non, la question que je me pose en fait, c'est que là, apparemment, ils disent que ce sont des appareils sortis sur une durée relativement limitée. Est-ce que ça va faire comme souvent c'est arrivé, où au départ, c'est effectivement sur quelques mois, quelques semaines, ils font un rappel, et puis d'un seul coup, ils se rendent compte que finalement, il va falloir peut-être étendre la plage de validité parce que ils ont peut-être plus de retours que prévu. Ouais. Alors jusqu'en mars, iPhone 5 fabriqué jusqu'en mars 2013. Alors pas tous. Sur cette page qui est sur le site d'Apple, on peut, en fonction de son numéro de série qu'on indique dans cette case, vérifier si on est concerné ou pas. Ça commence demain, je crois, l'opération d'échange du bouton, parce que c'est le bouton, donc le bouton marche veille qui a des petits soucis. Donc si vous êtes concerné, évidemment, Apple fait le changement gratuitement, mais ce qui est problématique, c'est que ça mobilise votre iPhone pendant 4 à 6 jours, apparemment. Donc c'est toujours compliqué de se séparer de son téléphone. Bah oui. Bon, c'est la vie. Maintenant, le téléphone fait partie de nous, donc c'est vrai que quand on nous dit j'ai avancé par quelques jours, faut pas oublier que maintenant il y a beaucoup de gens qui n'utilisent que le portable, ils n'ont même plus de numéro de fixe, et donc du coup pour les joindre, ça devient plus compliqué. Donc c'est vrai qu'Apple vous dit pendant 5 jours vous n'aurez plus de téléphone, là vous avez une bonne raison de faire la tronche. Après il faut voir si. Alors cela dit, attention, Apple parfois donne volontairement des valeurs très pessimistes. Moi, j'ai eu pas mal de cas où j'ai eu le cas récemment sur un iPhone 4S qu'Apple a accepté de prendre hors garantie, je le signale, pour un remplacement de batterie. Et donc, je l'ai envoyé le mercredi, il m'est revenu peut-être le vendredi, quelque chose comme ça. Donc, ça a pris 2-3 jours aller-retour pour réparation incluse. Donc, ça peut aller très, très, très vite. Les valeurs souvent sont pessimistes. Ouais. Bon, ils prennent une marge pour pas décevoir les gens, on va dire. Nokia, Microsoft, ça a été une des grosses infos de la fin de la semaine dernière, le lendemain de notre dernière émission, puisque le rachat de Nokia par Microsoft a été confirmé vendredi dernier, avec une première pub. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu cette pub. Oui. Pub pour Nokia intégré chez Microsoft, pub en noir et blanc. Mais alors avec des couleurs sélectives au profit d'un jeune homme qui utilise un téléphone qui pourrait ressembler de loin à un iPhone 5C, mais c'est bien un Lumia. Un Lumia, Grégoire. Oui. La pub ne reprend que les couleurs des téléphones Lumia et il utilise, alors ça doit être un Lumia 920 ou 1020, je sais pas, l'un des deux, au vu de son design, mais voilà. Voilà, donc on va se rendre compte qu'un Lumia c'est bien pour draguer les filles. Parce qu'elle va même se faire engueuler par son pote pour avoir regardé. Et franchement, ce truc, il faut arrêter quoi. C'est de la pub, hein. Oh là là, mais c'est la mauvaise pub pour moi. Voilà, et il y a. Le côté de ton téléphone. Non, mais le côté. Et en 2014, le côté. T'as un téléphone avec un écran sympa, machin. Les filles se retournent autour de toi. Stop, c'est d'un sexisme, je trouve ça hallucinant, perso, mais bon. Voilà, et surtout quand on est tous les deux avec le même... on va dire le même... une tablette et un téléphone compatibles, et bien forcément ça aide. Ouais. Voilà, c'est horrible, ouais. Je suis d'accord avec...
Je suis d'accord avec toi sur le message, Guillaume, c'est un peu old school. Ouais. Old school, c'est un peu paradoxal, c'est quand même qu'ils mettent en ça me fait de la peine avant pour eux qui un sortent ça. drapé. Mais bon. Et puis on peut communiquer sur autre chose que sur la couleur d'un téléphone, je sais pas. Absolument. Ah, mais c'est la marque de fabrique de Nokia. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Ils ont toujours fait des téléphones colorés et c'était leur point différenciant et maintenant tout le monde s'y met. Mais au début, c'était quand même. Bon, je vous ai quand même laissé la pub jusqu'à la fin pour que vous voyez bien le logo Microsoft à la fin de cette pub pour un téléphone qui était donc un Nokia. D'ailleurs, je suis pas sûr d'avoir vu la marque Nokia subsister dans ce clip. Ah non. Hein, elle n'existe plus, c'est fini. C'est mort. C'est ce qui était dit, oui. Ils ont envoyé une lettre au. Enfin, Microsoft. Hein. J'ai pas entendu le même son de cloche de tout le monde. Hein. Je suis pas sûr que Microsoft enterre la marque Nokia qui reste quand même très très forte. Je sais pas, mais apparemment maintenant c'est Microsoft Mobile Oy. Qui est l'équivalent de LTD en finlandais, et un point c'est tout. Ouais. Bon, il y a une grosse polémique là depuis quelques heures sur le chèque qu'aurait touché Stéphane Elop, le patron de Nokia pour... le fameux chèque, oui. Hein Qu'est-ce que tu dis, Guillaume? Oui, le fameux chèque, oui, bah oui. Le fameux chèque. Je veux dire. C'était l'ISBAR de Microsoft, grosso modo, je ne sais plus quels étaient les termes exacts de son contrat, mais enfin, il était gagnant dans tous les cas. C'était extrêmement bien ficelé. Bah oui. J'ai un mot pour désigner ce genre de personne, mais je ne dirai pas l'antenne. D'accord. Bon, c'est mieux. C'est peut-être mieux, alors. Non. C'est peut-être mieux. Il y a une certaine part de cynisme qui n'est pas forcément très, très classe, je dirais. Bon, il nous reste pas beaucoup de temps et il y a plein de choses à voir. Alors, il y a 2-3 trucs... Voilà, je vais être obligé de faire un petit peu des raccourcis dans le programme parce que, un nouveau système d'étui de chez Logitech. Je sais pas si vous avez vu ces étuis. Ouais, j'ai vu, c'est sympa, le concept est pas mal. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris, Guillaume, peut-être aide-moi, c'est le même étui qui sert à plusieurs choses ou c'est des étuis différents? Non, en fait, c'est un même étui qui, grosso modo, est modulaire, à ce que j'ai compris. Ouais. Ah non, je pensais même pas à ça, en fait, je crois que c'est... Oui, c'est ça, en fait, ça permet effectivement d'avoir différents modules, après, derrière, différentes capacités. Il y a un modèle qui... J'ai vu un truc encore plus intéressant, il faut que je regarde... D'accord, donc tu veux dire que mon truc n'est pas forcément très très intéressant, mais... C'est pas ce que je voulais dire, mais tu as le droit d'interpréter mal. Alors si j'ai bien compris, il y en a un qui sert uniquement à protéger l'iPhone, ce qui est déjà la fonction première d'un étui. Celui du milieu contient évidemment une batterie. Et puis il y a ce support pour voiture qui a l'air pas mal du tout. L'ensemble n'est pas donné, hein. On est autour de $200 pour ce système qui s'appelle Case Plus chez Logitech. Ouais, toujours si t'as 2 secondes, toujours chez Logitech, c'est les nouveaux étuis iPad. Celui-là, c'est le Hinge. Ça existe pour iPad Air, iPad Mini, et iPad 2, je crois aussi. C'est pas mal. J'ai juste un doute sur parce qu'en fait, il n'y a pas de touche d'encoche pour incliner l'iPad. C'est juste un système. La barre ici est un peu bougée. Je doute de la résistance sur le long terme, mais sinon c'est pas mal. Ah bah c'est embêtant parce que on a plutôt envie de le garder. Ouais, je te crois. Mais je sais pas. Bon, je te montre un autre gadget que j'ai trouvé. Voilà, ça peut servir. C'est une attache pour iPhone qui est censée éviter qu'il touche le sol si on le fait tomber en fait, s'il nous glisse des mains. Alors c'est le petit serpentin, le fil là est en Kevlar. Et voilà, hop, plus jamais besoin de passer à l'Apple Store et de laisser 200 € pour changer la vitre de son iPhone. Bon, c'est un petit gadget à 30 €, 35 $ et 20 $ en version 30 broches pour les anciens iPhones, puisque en fait il se fixe par le port en bas de l'iPhone. Il y a donc 2 versions. Voilà, ça s'appelle le Highline pour iPhone 5 et je voulais vous le montrer brièvement. Il ne nous reste pas des tonnes de temps, il nous reste à peu près 1 minute
1 minute 30 à peu près. On va faire les coups de cœur de l'émission. Ouais, bah moi il y a quand même un truc que je vais vous montrer parce que je trouve ça absolument génial. Alors pendant que je vous parle, je vais vous les montrer. On devrait faire des coups de cœur en fin d'émission, c'est sympa. Alors on va faire ça. Regarde, alors moi j'en ai un, de manière totalement unilatérale. Je vais vous montrer mon coup de cœur. Est-ce que vous avez vu ces lunettes qui communiquent avec votre iPhone? On va dire que ce sont les lunettes connectées. Tout est connecté aujourd'hui, voilà les lunettes. Ce qui est très intéressant, c'est que ça fonctionne par iBeacon, la technologie de proximité. Ouais. C'est une petite puce qui mesure 3 mm, qui est donc dans les lunettes. Et dès que les lunettes sont éloignées à plus de 10 ou 15 mètres de l'iPhone, elles vont pas se barrer toutes seules. Hein. Ça fait sonner l'iPhone. Mais non, mais on a tous oublié des paires de lunettes. L'idée est vachement bien. Dans un bar. Et vice-versa, quand c'est l'iPhone qui s'éloigne des lunettes, l'iPhone sonne aussi, parce qu'on peut aussi avoir oublié son iPhone dans un bar ou ailleurs. Voilà, c'est super malin. C'est pas donné, je crois qu'on est à $250 pour le système, mais si on le précommande tout de suite, on le paye $50 et ce sera $100 de plus d'ici quelques jours, donc dépêchez-vous. Voilà, puis, comment ça s'appelle, Ne me quitte pas? Ça ne s'appelle pas Ne me quitte pas, ça s'appelle Tsukuri. Tzukuri. Voilà, je trouve ça assez malin. Je voulais finir par un truc, vraiment c'était pour vous faire marrer, mais je trouve ça assez. Moi, je sais pas trop quoi en penser. C'est finalement peut-être assez consternant. Est-ce que vous avez vu ce tatouage? Oh. Oui. Hein? Alors. Quelle horreur. Alors, il y a ceux qui se font tatouer maman, et puis il y a ceux qui se font tatouer Steve Jobs. Alors, la technique est pas mal, on dira. Le portrait est un peu raté quand même. Je trouve. Alors, pour le coup, je trouve assez réussi. Mais alors, je suis allé voir le site de l'artiste et regarder le genre de truc qu'il fait. Ah ouais, quand même. Voilà, on va finir. D'accord, ça va. Je trouve ça plus impressionnant. Quoi. Tu te mettrais ça, toi, sur le. Alors, je sais même pas si c'est sur le bras. Je ne suis pas du tout tatouage, donc ou pas sur du la tout, cuisse. Mais après, on peut apprécier la technique. Donc, le gars qui. Je dis juste techniquement, c'est pas mal. C'est space quand même. Bien, maintenant, là, c'est le haut de la cuisse quand même. Hein. C'est la fesse du monsieur qu'on voit sur la gauche. Ouais. Voilà. Et puis, je voulais vous montrer. Quand on oublie son maillot de bain, ça fait l'illusion. Ça fait penser à la piscine. Mais si je l'ai. Sûr quand même, ça fait penser au sketch de Pierre Dac et de Francis Blanche. Le Sarah Midrana Duval disait Madame a de la lecture pour les longues soirées d'hiver. C'est un peu ça. Oui. Bon, écoutez, merci beaucoup les amis. On est arrivé au bout de notre heure ensemble. 2-3 petites choses à vous dire. La première, c'est vous remercier d'avoir été avec nous. La deuxième, c'est vous avez peut-être suivi ce direct sur YouTube. Alors c'est super, mais profitez-en pour vous abonner au compte YouTube de Watch TV. On n'est pas loin des 2000 abonnés et on compte sur vous pour arriver très vite à cette barre symbolique, mais en sachant qu'on va aller beaucoup plus loin. Vous pouvez aussi nous voir évidemment sur le site de watch.tv avec les replays. On est disponible également en podcast sur iTunes et puis très bientôt sur d'autres moyens de diffusion dont je vous parlerai très prochainement. Les amis, merci beaucoup à tous les quatre. Salut Gilles. Salut Guillaume, travaux chez toi. Fred, à très bientôt. Salut. Et puis Grégoire, à très vite. À bientôt. Et donc, rendez-vous est pris pour un débat philosophique et puis pour un événement secret qu'on va couvrir très bientôt sur Watch TV. Salut à tous et à bientôt.